Bon, mais écoutez, on arrive dans une dernière étape qui va être à la fois une conférence débat ou une conférence à la fois de Michel Maffezoli et puis d'Edgar Morin. L'un plus peut-être sur l'entreprise et le management, la continuité un peu de ce qu'on a fait dans une vision bien sûr postmoderne. Et puis bien évidemment avec Edgar Morin, nous aurons le penseur de la mutation du monde et de la complexité que nous avons lu avec tellement de plaisir, et nous l'entendrons avec autant de plaisir. Peut-être... voilà. Je peux enlever cet engin là. Je peux enlever cet engin moderne. Non, ah non, merde. C'est ça là. Ah, j'ai fait une bêtise, ouais. Il y a Guillaume qui... C'est l'ordinateur Guillaume. Ah, c'est ton ordinateur? Ça te dérange pas? Je voudrais l'enlever, ça. Tu vois, je viens de faire des bêtises. Bon. Écoutez, moi, je parle depuis ce matin, donc je vais raccourcir mon propos de manière à ce que finalement c'est beaucoup plus intéressant, vous puissiez entendre Edgar Morin. Hein. Je vais parler une trentaine de minutes et puis après Edgar parlera. D'autant que je le rappelais, quand on a eu ces bonnes discussions avec les étudiants, on a beaucoup plus à apprendre d'eux, je pense actuellement, quasiment, que d'être obligé de leur enseigner quelque chose. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai vraiment appris. Je rappelle cette chose, business school, ça veut dire quoi? Ça veut dire école de commerce. Ah non, on ne dit pas commerce, mais c'est pas chic, oui, d'accord. Donc, business school, c'est quand même bien mieux, c'est vrai, oui. L'école, et on l'a oublié, c'est en grec la skolé. Et la skolé, tu sais ce que ça veut dire? Bon, je vais te le dire. Tu vois, là encore, je suis encore un vieux prof. Ça veut dire le loisir studieux. Ce qui a été traduit en latin par ce qui est l'osium, qui est le contraire du négocium. Et donc, dans le fond, il y avait dans cet osium cette nécessité du loisir studieux qui pouvait après aboutir au négoce. Négocium, négation, en quelque sorte, de l'osium. Et là, pour reprendre un terme que Edgar Morin a popularisé, je pense, moi, qu'il y a en quelque sorte une dialogie entre l'osium et le négocium, entre cette nécessité d'un loisir studieux et qui va être par après, qui va aboutir et qui peut performer à ce moment-là le négoce. Voilà. Et le terme a été employé, je ne sais plus par qui tout à l'heure, c'est cela qui peut permettre, bien évidemment, le débat d'idées. Et on va crever si on ne participe pas de ces débats d'idées. Et que là, c'est la chose importante, en effet, qu'il faut faire. Je l'ai rappelé 2 ou 3 fois, en montrant comment, dans le fond, ce sont nos systèmes interprétatifs qui ne marchent plus. C'est tout. C'est ça la fin des grands récits de référence. On ne veut pas le reconnaître parce que les astrophysiciens nous ont montré qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile qui est morte. Le foyer s'en est éteint, ça continue à être là. Et donc, dans le fond, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, l'intelligentsia reste sur ce logiciel qui est le logiciel moderne. Voilà, donc du coup, rapport entre l'osium et le négocium. Deuxièmement, je rappelais cette belle idée de Braudel, auquel on n'a peut-être pas assez été attentif, c'est-à-dire cette idée d'écosystème. L'idée d'écosystème, c'est qu'il y a un processus d'interaction et que rien ni personne n'est indemne à un certain moment de ce qu'est un esprit du temps. Et l'écosystème, c'est l'entreprise, c'est la famille, c'est le politique, c'est le social, enfin peu importe en la matière, les institutions multiples et diverses, et qu'il y a cette dimension-là qui est importante. Il est un mot savant, un peu comme ça, sophistiqué,
mais qu'il faut redire. C'est curieux parce qu'il est employé par Durkheim au début du XXe siècle, c'est cette conception holistique, le holisme. Et dans le fond, le holisme ne faisait que dire cela. Je dis c'est curieux parce qu'actuellement, ce mot holisme, il est emprunté et utilisé par le New Age californien. C'est-à-dire montrant en quelque sorte quoi ? L'interaction qui existe entre la nature, la culture, le corps, l'esprit, le matériel, le spirituel, etc. etc. Eh bien, l'écosystème, ce n'est pas autre chose. Et dans le fond, quand Braudel parle d'écosystème, il rappelle en effet que, je l'ai dit tout à l'heure, le politique de la cité ne pourrait être que si c'est gérer la maison, si c'est faire le ménage chez lui. Eh bien, de la même manière, le management ne pourra se faire que si on s'intègre, bien évidemment, dans ce système-là. Alors, troisième point, comme j'aime toujours procéder comme ça, par point, 3 points, la triade temporelle bien connue, j'insiste là-dessus, quoi. C'est cela, la postmodernité. C'est marrant parce que là, en France, on a une crainte là-dessus. Pour une raison simple, quasiment psychologique, ou de l'inconscient des Français, on a inventé la modernité. 17e, 18e, 19e siècle. Grosso modo, c'est là que s'est concoctée la modernité. Descartes, la philosophie des Lumières, les grands systèmes sociaux du 19e siècle. Et du coup, il y a une frousse, disons le mot, il y a une frousse terrible vis-à-vis de ceux qui est en train de naître. Alors, un petit indice intéressant, c'est de voir comment, et je le vois dans le débat comme ça, enfin, si tant est qu'il y ait débat intellectuel en France, mais en tout cas dans les articles, et comme ça, de voir comment on va parler de modernité seconde, modernité tardive, hypermodernité. Vous voyez, des quantités de mots, tout simplement, qui traduisent cette peur de prendre acte du fait que quelque chose cesse, qu'une manière d'être ensemble avec ce que j'ai dit, toutes les conséquences en termes d'écosystème et en termes de perspective holistique. Voilà. Et là, s'il y a des... Si Cage peut être prospectif, performant, c'est dans cette mesure où il devient, d'une certaine manière, disons le mot, leader en la matière. Pas simplement pour les business schools, mais également, d'une manière beaucoup plus générale, pour le débat d'idées. Voilà. Et c'est dans cette perspective-là qu'il est. J'ai rappelé, j'ai l'impression que le dirigeant de Cage, j'étais ici même d'ailleurs, quand je leur ai dit, ne se souvenait pas du mot, ce qu'il voulait dire en disant Cage. Cage, c'était un petit ancrage, une ancre, mais pas la grosse ancre marine. Cette petite ancre qui, à la fois, fait qu'on a des assises, et en même temps, il y a de la mouvance. C'est l'enracinement dynamique, typiquement la postmodernité. Nécessité des assises, il y a quelque chose qui nous assure, et en même temps qui laisse du mouvement et qui permet de bouger en quelque sorte. Et je dirais que c'est en ce sens-là que si on a ces deux éléments, retenez cet oxymore, enracinement dynamique. C'est uniquement s'il y a cet oxymore qu'on sera en phase avec l'esprit du temps, et en rappelant ce que je disais tout à l'heure, scolé, l'école, l'osium. Quelque chose, encore une fois, qui permet qu'on puisse se débattre avec les conséquences qui seront indéniables pour l'organisation, le management. Alors ce management, moi je n'ai pas de vraies compétences pour parler du management postmoderne, pour la bonne raison que je dis, ce n'est pas mon métier. Je suis un rêveur, j'essaie de renifler un peu des choses qui sont là en train de naître sans plus. Mais si tant est que je puisse dire ce qu'est ce management, c'est que, tout simplement, reprenons quelques bons esprits. J'en cite 3. Nietzsche, en philosophie. Walter Pater, dans l'histoire de l'art. Karl Mannheim, en sociologie. Qui ont chacun rendu attentif à cette idée fort simple qu'il y a un mouvement pendulaire dans les histoires humaines. Que sur 2000 ans de temps, qui est notre champ d'observation, on voit à certains moments une figure prédominante, Dionysos pour ne pas le nommer, à d'autres moments une autre figure prédominante, alors on va décliner Apollon ou Prométhée, peu importe. Mais dans le fond, je cite ces auteurs, mais on peut en trouver bien d'autres, qui, encore une fois, quand on a cette observation, cette mise en perspective fort large, on voit bien qu'il y a cette dimension et qu'il y a des figures emblématiques.
Alors moi, c'est une expression qui me plaît, cette figure emblématique. C'est Durkheim qui l'a proposée dans les formes élémentaires de la vie religieuse. Et il montre comment, en effet, à certains moments, il y a, pour le dire simplement d'ailleurs, il y a un totem. C'est ça, la figure emblématique. Ce autour de quoi, consciemment ou inconsciemment, on va s'agréger. Parce que, vous voyez, c'est pas forcément il n'y a pas nécessité de l'avoir pensé, cela. Là, alors que justement notre perspective était éminemment rationaliste dans les 3 siècles qui viennent de s'écouler, on voit qu'il y avait ce rouleau compresseur que l'on sait, de la raison. On voit bien qu'il y a certains moments où ce sont les instincts, les affects, les passions, les émotions qui reviennent. Et c'est ça la figure emblématique. Je dis bien, hein, totem. Et donc, qui va varier dans ce mouvement pendulaire. Voilà, moi je reprends à mon compte, depuis une 40aine d'années, cette idée-là, en essayant de voir en quelque sorte comment, de diverses manières, eh bien, on est en train de quitter quelque chose et rentrer dans une autre époque. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, époque, c'est parenthèse, en grec. Une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. C'est tout, c'est simple, c'est de bon sens. Vous voyez, c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Et qu'à ce moment-là, il faut repérer, bien évidemment, là encore, tenez, une expression durkheimienne, moi, qui m'a toujours frappé et qui me paraît significative, il dit « il faut toujours repérer quelles sont les caractéristiques essentielles du moment ». C'était un bon helléniste. Le caractère, c'est l'empreinte. Caractéristiques essentielles, ce sont ces empreintes qui ne sont pas simplement un caractère individuel, qui fait que j'ai tel ou tel caractère, mais collectivement, il y a des empreintes. Et notre travail, c'est de repérer ces empreintes. Pour moi, l'empreinte postmoderne, c'est le tribalisme, c'est l'hédonisme, c'est le nomadisme. Voilà le tripode. Et que j'ai décliné de diverses manières. Bien sûr, mon livre « Le temps des tribus », mon livre s'appelle « Du nomadisme », et l'hédonisme, c'était la figure de Dionysos. Festif, tutti quanti, on se souvient de ce qu'il en est. Et ces dimensions-là rappellent dans le fond, là encore un dada, moi, que j'ai hérité de mon maître Gilbert Durand, l'importance de l'imaginaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que et quand je dis ça, ça fait souvent sourire, mais à l'encontre de ce qui est, qu'on l'on s'en rende compte ou pas, une forme de marxisation des esprits, c'est-à-dire quelque chose qui va mettre l'accent, qui va privilégier le matériel, qui va privilégier l'économie. Moi je dis que, vous savez l'idée, infrastructure déterminant la superstructure, c'est-à-dire c'est l'économie qui est première, et puis le reste est tout à fait second. L'imaginaire, c'est le contraire. C'est de rendre compte que justement, autant en effet il y a eu ce matérialisme, autant il y a eu cette prévalence de la dimension purement économique durant la modernité, autant actuellement, on ne peut plus s'accorder sur le fait que la superstructure est déterminée par l'infrastructure. Peut-être même, et c'est un euphémisme quand je dis peut-être, en fait j'en suis éminemment convaincu, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que ce sont les idées qui sont en train de mener le monde. Vous me comprenez ? Pour le meilleur et pour le pire. Et on voit bien comment, de diverses manières, il y a du pire actuellement. Mais qu'à côté de ce pire, il peut y avoir aussi du meilleur. Et donc cela, il faut savoir, là encore, d'une manière très simple, l'accompagner. C'est ça l'initiation. Faire en sorte que, justement, on évite que ça devienne pervers, que ça prenne des voies détournées, que ça devienne sanglant et sanguinaire. Mais tout simplement, si on sait accompagner cet imaginaire, et on ne peut plus penser, ça m'a frappé en écoutant ce matin les étudiants parlant du sacral, et ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, de voir comment la publicité est traversée par cet imaginaire. Comment le politique, c'est amusant, comment ce politique va parler de l'imaginaire de diverses manières. La géopolitique, n'en parlons pas. Le marketing, c'est égal, c'est pareil. Et le management, c'est kiff-kiff. Voilà mon hypothèse. Vous voyez, c'est-à-dire cette espèce d'inversion qui est en train de s'opérer. Ça s'appelle cela un point d'inversion. Les mathématiques montrent que quand on a été jusqu'au bout de quelque chose, à un certain moment, il y a un point d'inversion qui s'opère. Et donc, dans le fond, quelque chose qui va revenir dans ce mouvement que j'ai dit il y a un instant, pendulaire. Et en la matière, le point d'inversion, il est très simple. Ce qui a été notre racine moderne, ce qui continue d'exister
j'ai bien dit dans les diverses institutions, mais encore une fois, d'une manière qui à bien des égards n'est plus performante, ne sera plus productive, et donc va devenir improductif. Et on en a toute une série d'indices qui le montrent bien. C'est le fait qu'il y ait cette grande idée purement instrumentale du monde. Voilà. Ça vient de loin. Il faut aller voir déjà dans le jardin de l'Éden, dans la Bible, quand l'Éden est donné à cultiver à la sueur de son front. Et plus près de nous, bien évidemment, Descartes, souvenez-vous que c'est au milieu du discours de la méthode qui va parler de l'homme maître et possesseur de la nature. Voilà. On l'a appris, ça, voilà, c'est un truc catéchétique, on n'a pas fait attention à cela. Mais je dirais que c'est cette dimension-là qui est typiquement ce que j'appelle ici l'instrumentalité, l'instrumentalisation. Va de pair avec ces instrumentalisations une conception ascétique du monde. Et l'éthique protestante, telle que le montre Max Weber, par exemple, doit sa performativité sur cet ascétisme qui va se capillariser, en quelque sorte, de diverses manières, encore une fois, dans les institutions, dans le négocium et tout à l'avenant. On peut dire, et moi je le dis d'ailleurs de ce point de vue, que cette nature considérée comme objet inerte, sur laquelle on va agir, a abouti, et là c'est une expression qu'a bien développée Martin Heidegger, à la fameuse dévastation du monde. Les nombres d'indices sur les saccages écologiques contemporains montrent bien que c'est cette idée, encore une fois, de maîtrise et de domination. Une nature comme étant objet dominé par un sujet. Et je dirai tout à l'heure ce qui me paraît être alternatif à cela. Voilà l'instrumentalité. Le deuxième élément de cette généalogie, c'est le lointain. C'est-à-dire, dans le fond, ce qui est important, ce n'est pas cette terre-ci, je peux la dévaster, cette terre-ci. Je dis bien dans l'inconscient collectif. C'est, dans le fond, et moi je dis toujours que c'est Saint-Augustin qui est le fondateur de la modernité, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la cité de Dieu. Moi, j'ai lu et je relis la Cité de Dieu de Saint-Augustin, qui est passionnante, d'ailleurs stylistiquement bien écrite de surcroît, mais en même temps montrant qu'il faut passer le plus rapidement possible dans cette vallée de larmes pour accéder au lointain, la Cité de Dieu. La vraie cité est lointaine. Voilà, c'est le deuxième point, si vous voulez. Freud, à sa manière, a traduit cela en parlant du fameux report de jouissance. C'est-à-dire, c'est un peu plus tard. C'est demain qu'il y a la jouissance, et les perspectives marxistes, de ce point de vue, restent importantes, la société parfaite qui est à venir. C'est une conception, disons-le très nette, schizophrénique du monde, dans le sens simple du terme, schise, qui va couper. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'instrument épistémologique, on le doit à Hegel, on le doit à Freud, c'est la séparation, la nature, la culture, le corps, l'esprit, etc., etc. Vous avez une série de dichotomisations qui s'inscrivent très précisément dans cette deuxième caractéristique. Et cela aboutit à la troisième caractéristique, qui est cet utilitarisme, ne vaut que ce qui sert. J'ai cité une ou deux fois depuis tout à l'heure Heidegger, on a traduit en français un mot très, très intéressant de lui, qui est l'ustensilarité. C'est-à-dire, dans le fond, considérer les autres, le monde, voire soi-même, comme des instruments, dans le sens d'instruments de cuisine. C'est ça, l'ustensile de cuisine. Vous voyez, ce que dit Heidegger, c'est ce que j'ai à la main, manipuler, manœuvrer. Et il y a cette dimension d'utilitarisme aboutissant à cette ustensilarité, avec pour corollaire, et là-dessus Michel Foucault l'a bien montré, ce qu'il appelle une sédentarité. Vous voyez le paradoxe. Ce qui est important, c'est le lointain, à venir, la cité de Dieu. Mais pour arriver à cette cité de Dieu, dans le fond, il faut être sédentarisé. Et Foucault appelle cela l'assignation à résidence, c'est-à-dire avoir une identité sexuelle, idéologique, professionnelle, avoir une carte d'identité, si on peut dire. C'est cette logique de l'identité. Je ne vais pas ici rentrer dans un débat politique, mais on voit bien de quelle manière l'idéologie identitaire est en train, curieusement, de ressurgir de nos jours, mais qui traduit tout simplement ce que je viens ici de dire. Voilà un peu ses racines. C'est ça la figure emblématique que je disais d'Apollon ou de Prométhée. C'est ce qui a été, et il est important d'avoir cela à l'esprit, ce qui a dominé, je dirais, l'occidentalisation du monde.
Je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui est en jeu actuellement. Mais l'occidentalisation du monde, c'est-à-dire, dans le fond, au travers de ces valeurs, par le biais, au bout des baïonnettes des soldats, par la Bible des missionnaires, dans les cales des marchands, ce sont ces valeurs qui se sont transbahutées un peu partout de par le monde. Et on voit bien, je donne 2 dates, moi toujours, pour bien me faire comprendre là-dessus. 1868, l'ère Meiji, quand l'empereur Meiji fait venir les juristes prussiens et lyonnais pour faire la constitution Meiji, quand il s'ouvre cette ère Meiji. 1888, quand le Brésil met sur ses bannières le mot d'ordre d'Auguste Comte, ordre et progrès. On a là le spectre de cette occidentalisation, c'est-à-dire tout simplement la diffusion des valeurs que je viens ici d'indiquer. Il y a eu cette occidentalisation du monde, encore une fois, qui a prévalu. À mon sens, il y a actuellement une inversion de polarité, et la postmodernité, c'est cela. Et ceux qui continuent à avoir peur de ce terme-là, simple, post, ce qui arrive après, eh bien, seront, encore une fois, comme ces dinosaures qui vont, à bien des égards, périr parce qu'ils n'ont pas senti le changement climatique qui est en jeu. D'où la nécessité, encore une fois, et voilà un enjeu pour Cage, d'être leader en la matière, c'est-à-dire tout simplement de repérer et dès lors d'accompagner ce processus et de participer, bien sûr, à ce qu'on a appelé depuis tout à l'heure ce débat d'idées. Alors l'inversion de polarité, comment le dire ? J'ai dit point de réversion. Ou cette inversion. Ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est l'attention qui va être portée sur le vécu. Et tout ce que j'ai entendu des étudiants depuis tout à l'heure rend attentif à ce mot très simple, qualitatif. Alors je ne vais pas répéter ces slogans nietzschéens que j'ai dit, faire de sa vie une œuvre d'art, mais de diverses manières, on voit bien comment, que ce soit dans l'espace, que ce soit dans le rapport qui va s'établir dans le management, moi j'ai rappelé cette équation que j'ai dit tout à l'heure, on n'aura de la compétence que si on se met de l'accent sur l'appétence, susciter de l'appétit. Mais l'appétit, disons-le en des termes plus savants, 2 mots savants, c'est celui auquel a rendu attentif Leibniz, montrant que ce que nous sommes, c'est l'appétitus. C'est-à-dire que de diverses manières, il n'y a de rapport à soi, de rapport aux autres, de rapport au monde, que s'il y a cet appétitus. Passion, émotion, on dit maintenant affect, sous ces diverses modulations. Un mot un peu plus savant, mais qui en même temps est très intéressant, qui est ce mot de Spinoza, qui est le conatus, qui revient exactement au même. Le conatus, si on le traduit, c'est justement ce coin à partir duquel un peu une sorte de cristallisation. Et cristallisation, encore une fois, pas simplement de la simple raison, ce fameux rouleau compresseur du rationalisme qui a prévalu durant la modernité, mais au contraire, quelque chose, encore une fois, qui met en jeu, rappelez-vous le mot que j'indiquais tout à l'heure, holisme, ou encore cette idée d'entièreté. Et on est là, si on met l'accent sur cette entièreté, je vous propose une distinction, qui n'est pas de moi, qui est de Nietzsche, entre la culture et la civilisation. On emploie très souvent, comme c'est souvent le cas, l'un pour l'autre, alors que Nietzsche rappelle que justement, la culture, c'est ce qui est fondateur. Et dans le fond, il n'y a de vrai être ensemble, dans le sens simple du terme, un génie de la vie publique, que quand il y a un moment culturel. Et il y a chaque 3 siècles un moment culturel. Et après, vient la civilisation. Je dirais la civilisation, c'est ce qui bouffe le capital. Ça a été d'abord instauré d'une manière dans la culture, et puis par après, ça se dilue, ça se diffracte, jusqu'à ce que le capital soit tout à fait bouffé. Il est dépensé. C'est mon hypothèse. Il y a eu moment culturel autour de la Révolution française, un peu avant le XVIIIe siècle, et puis dans le fond, on a vécu sur ce capital. Et que ce qui est en jeu actuellement, c'est la fin de ce capital et réémergence d'une autre culture, moment culturel. Et quand Nietzsche parle de ça, c'est intéressant, j'ai trouvé l'expression l'autre jour dans Naissance de la tragédie, il montre qu'il y a ce qu'il appelle une force primordiale. La culture, c'est une force primordiale. C'est ça l'appétitus, c'est ça le conatus. Vous voyez, toute chose qui, dans le fond, met en jeu, encore une fois, presque des éléments, pourrait-on dire, instinctuels. Comment tout d'un coup, il y a cette espèce d'énergie qui va ressurgir, qui fait que c'est comme ça, dans le fond, que la vie perdure.
Ça tente à s'apesantir, à s'abattardir, à se diluer, etc. Et puis tout d'un coup, des formes comme ça d'énergie très fortes. Et curieusement, ces formes d'énergie vont naître quand justement on reprend en compte, c'est ça pour moi l'imaginaire, l'immatériel. Hein, le mot qu'on a du mal à employer en français, le spirituel. Et on pourrait le décliner de diverses manières. Et c'est vrai que moi, chaque fois que je dis le mot spirituel, on voit la difficulté qu'il y a à apprécier, à donner son prix à des termes comme ceux-là, parce que de suite on y voit une dimension religieuse et tout à l'avenant. Non, l'idée du spirituel, c'est encore une fois quelque chose qui ne va pas se réduire à la simple matérialité, mais qui montre comment, de diverses manières, reprenons ce thème-là, il y a un rapport entre le corps et l'esprit. Moi, je dis un corporéisme mystique, un matérialisme spirituel. Voilà les oxymores caractéristiques de la postmodernité. Là où il y avait séparation, là où il y avait dichotomisation, au contraire, un processus de conjonction, hein, et, non pas ou, mais et c'est vrai que ce n'est pas une logique qui nous est habituelle, c'est cette idée d'entièreté, c'est ça pour moi la perspective dionysiaque. Et je rappelais tout à l'heure, retenons ce mot très simple, enfin non, il n'est pas simple du tout d'ailleurs, hein. Enfin, autant le dire quand on en dit l'étymologie, une perspective chtonienne, hein, c'est le chtonos, autochtone, on est autochtone, on est de cette terre-ci. Dionysos, vous le savez, les historiens de religion disent que c'est une divinité arbustive, c'est-à-dire c'est ça, chtonienne, pas simple, alors que Prométhée ou Apollon sont des divinités que l'on dit uraniennes, du cerveau, de là-haut, du lointain. Et la divinité chtonienne, c'est cette divinité qui a de la glaive aux pieds. Hein, et encore une fois, en jouant la sémantique qui montre qu'il y a de l'humus dans l'humain et tout à l'avenant. Voilà un peu ce qui est en jeu dans cette inversion de polarité. On passe du ciel à la terre. Ce monde-ci. Hein, ce que je vis avec d'autres ici et maintenant, etc. Alors voilà, je crois que c'est les oxymores qui peuvent nous aider à comprendre ce qui est en jeu. Non plus... dans le fond, non plus une transcendance qui a été profanisée. Hein, la société parfaite marxienne, c'est la cité de Dieu augustinienne, mais dit d'une manière profane. Mais, moi, là encore une fois un oxymore, une transcendance immanente. Voilà. Oui, en effet, ça va dépasser les dichotomies auxquelles nous étions habitués. Et je pense, quand je disais, dans le management, vous n'aurez de compétences que si vous avez de l'appétence, c'est ça, pas autre chose. C'est-à-dire mettre en jeu toute cette entièreté. Hein, j'ai dit tout à l'heure, dans le fond, ce sur quoi avait reposé, et d'une manière performative, la modernité. C'était schizophrénique. Hein, quand Max Weber parle de la rationalisation généralisée de l'existence à Taylor, qui va proposer un management évacuant les passions, les émotions, etc., c'était schizophrénique, mais ce fut efficace. Voyez, moi, je ne pense pas qu'il faille cracher dans la soupe. Ça a donné quelque chose. Mais il n'en reste pas moins que c'est une autre manière d'être qui est en jeu. Et cette autre manière d'être, encore une fois, je ne sais pas ce que cela va donner, mais elle repose bien évidemment sur cette entièreté. Deux mots pour terminer là-dessus, je ferai l'économie de ce que je voulais dire par après, puisque j'en ai dit pas mal tout aujourd'hui, et en particulier dans cet échange qui a été passionnant et qui m'a beaucoup marqué avec les étudiants, c'est que du coup, vous voyez, juste pour jouer sur les mots, mais les mots c'est pour nous y rendre attentifs à quelque chose, on n'est plus tributaire d'un simple développementalisme, la grande idéologie du développement, du progrès, hein, qui a contaminé en quelque sorte le monde en son entier. Et le développementalisme, vous voyez, si on en cherche la racine philosophique, j'aimerais que vous soyez attentifs à cela. C'est finalement le développement, l'idéologie du développement est une manière de dénier le monde, puisqu'on va ailleurs. J'ai bien dit, on peut donc le dévaster, ce monde. Et nous sommes actuellement au bord de l'aboutissement de cette dévastation. Donc c'est plus ce développementalisme qui est en jeu, en particulier chez les jeunes générations, qui d'une manière diffuse, en termes de sensibilité, ont cette dimension, moi je préfère dire, écosophique. Parce que l'écologie en France a pris une dimension pas trop politique à mon goût. Mais écosophique dans le sens simple du terme, c'est-à-dire la sagesse de la maison commune. Oikos, c'est la maison. Et cette écosophie, c'est une sagesse de la maison commune, eh bien je dirais que cela se traduit, et voilà moi les mots que j'ai proposés au débat, par une dimension qui est enveloppementaliste. Non pas le développementalisme, qui va ailleurs,
mais au contraire, être enveloppé, dans le fond. Une énergie, et c'est un peu ce que je disais à 2 ou 3 moments tout à l'heure, une énergie qui n'est plus celle du projet lointain, mais en logique, on appelle une énergie qui s'épuise dans l'acte, inactu, qui s'épuise dans l'acte. L'intensité des relations avec les autres, c'est l'attribut, c'est le nous. Intensité du moment vécu, c'est l'instant éternel, etc., etc. Vous voyez ? Mais cela, bien sûr, induit un changement profond dans le rapport que l'on va avoir à l'économie, dans le rapport que l'on va avoir au social, dans le rapport que l'on va avoir dans les institutions. Ce n'est plus de l'ordre du projet. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la vision. Et moi, je dis très souvent à des chefs d'entreprise, on peut bien sûr continuer à parler de projet, mais ça ne sert plus à rien. Il n'y a plus de mobilisation de l'énergie juvénile sur le projet. Par contre, avoir une vision, c'est-à-dire rassembler les morceaux, inactu, dans le moment. Et c'est en ce sens que, non plus un sens lointain, mais une signification sur le moment, c'est l'instant éternel, et c'est la figure dont on a parlé 2 ou 3 fois depuis ce matin, la figure de cet enfant éternel. Oui, je crois que la figure emblématique de Dionysos, c'est l'enfant éternel. Alors, certains diront c'est le syndrome Tanguy, bien sûr, mais enfin, c'est-à-dire comment on va nicher dans la famille. Mais je dirais tout simplement cet aspect qui a été souligné par nombre des groupes, oui, le ludique, l'onirique, l'imaginaire, qui ne sont plus simplement des catégories que l'on laisse derrière le mur de la vie privée, plus ou moins frivoles, qui ont peu d'intérêt, mais qui au contraire la contaminent véritablement la vie sociale. Je dis bien, c'est plus de la sociologie qu'il faut faire, c'est de l'épidémiologie. Internet aidant, j'avais une partie sur Internet, je ne le ferai pas, mais on en a déjà parlé, je n'irai pas plus avant, mais cette horizontalisation d'Internet, c'est tout simplement cette épidémiologie de ces éléments qui sont dans l'air du temps. Et le management post-moderne ne peut exister que s'il s'ajuste à ce monde, à cet esprit du temps. Quand Hegel d'ailleurs parle de l'esprit du temps, il a une très belle expression, il dit c'est la synthèse de l'époque. Voilà, c'est ça l'esprit du temps. Comment on va cristalliser un moment donné. Alors, sous forme de conclusion, autant, rappelez-vous tout à l'heure, j'ai dit que ce qui avait prévalu avait été cette occidentalisation du monde, autant, à mon sens, ce qui est en jeu dans la postmodernité, c'est une orientalisation du monde. Je fais ici grâce, j'ai écrit là-dessus quelques pages dans mes derniers livres. Qu'est-ce que c'est que l'orientalisation du monde ? Dans le fond, c'est justement une complémentation de l'instrumentalité par ce qui ne sert à rien. Une complémentation de la raison par le sensible, c'est le corps, sous ses diverses manières. C'est je dis bien, une complémentation en quelque sorte de la dimension matérielle et corporelle par quelque chose qui le dépasse. Le prix des choses sans prix. Et l'exemple que je donne toujours pour rendre attentif à cela, à une période de soi-disant crise économique, le succès du luxe. Et quand on discute, si vous voulez, le luxe, je rappelle, puisque nous avions fait dans mon centre une étude pour une grande boîte de luxe, c'était luxer, luxation, ce qui ne sert pas, comme un membre luxé, et pourtant est nécessaire. Ce n'est pas simplement la luxure, c'est dans le fond le non utile nécessaire, si je puis dire. Eh bien, c'est ça l'orientalisation. Je le dis au travers d'un terme très simple, enfin simple, l'incité du monde. Le monde est ainsi, c'est ainsi. Non pas une attente lointaine de quelque chose qui est à venir, mais c'est ça l'enveloppementalisme, s'ajuster. L'homme n'est plus simplement maître et possesseur de la nature, mais il va s'accorder à cette nature. Voilà un peu ce qui me paraît être en jeu, et ce qui va, j'ai bien dit, rien ni personne n'est indemne quand il y a un tel changement climatique dans l'esprit du temps. Et donc l'entreprise ne peut perdurer, une école ne peut perdurer que si elle s'ajuste, bien évidemment, à cet esprit du temps. Le dernier mot serait celui-là. J'ai dit tout à l'heure, en citant Descartes, l'homme maître et possesseur de la nature. Et donc, dans le fond, ça s'est diffracté, cela. C'est ce qui a été à l'origine de l'idée du progrès, du progressisme. Il y a, en français, nous n'avons pas ce mot qu'on trouve dans les langues, d'autres langues néo-romanes, qui est ingresso. En portugais, en espagnol, en italien,
il y a cette idée d'ingré. Alors, on a une occurrence une fois, d'ailleurs, qui a été employée par un théoricien de l'anarchie, qui est Élisée Reclus, qui était un géographe de surcroît, du siècle, de la fin du XIXe siècle, qui emploie ce mot ingré, ingresso. Ingré, dans le fond, c'est une énergie qui n'est plus projetée, mais qui se focalise sur ce moment-ci. Ingré. C'est une ingression, si vous voulez, qui n'est pas une régression. Et pour moi, à mon sens, c'est cela qui est l'image de la postmodernité, c'est-à-dire ingré. Alors, entre guillemets, puisqu'on ne peut pas trop souvent l'utiliser, une ingression, c'est-à-dire tout simplement le fait que, dans le fond, je ne suis plus un sujet dominant un objet, la nature, mais je reprends cette idée de Gilbert Durand que j'ai citée tout à l'heure, le trajet anthropologique. L'idée du trajet, c'est ça la réversibilité. Depuis ce matin, on parle de réversibilité, feedback, action, rétroaction et tout à l'avenant. Eh bien, cela peut se traduire par l'idée de trajectif. Notre schéma interprétatif, c'est un subjectif dominant un objectif, que ce soit le management dans l'entreprise, que ce soit le rapport à la nature, que ce soit le rapport éducatif, c'est toujours pareil. Un qui sait le sujet dominant un qui est inerte, objet. Que ce soit même l'objet de l'étudiant, que ce soit l'objet de l'employé, que ce soit etc. Mais il y a toujours ce rapport, encore une fois, très disjonctif. Alors que l'idée du trajet, eh bien, c'est une dimension qui, encore une fois, montre qu'il y a cette réversibilité. Je l'ai dit tout à l'heure, et pour moi, c'est cela l'oxymore par excellence du management postmoderne, le corporéisme mystique, le matérialisme spirituel, dans le fond, le surréel, qui n'est pas réductible à la simple réalité économique, à la simple réalité sociale, à la simple réalité politique. Et c'est si on sait prendre en compte cela qu'on comprendra la mutation qui est en cours et que, faute de mieux, pour ma part, j'appelle la postmodernité. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Exactement.